Alors, si nous regardions comment nous avons pu en arriver là, on va partir de 1945 et on va arriver à 2011. Mais je vais faire 3 grosses périodes à la louche. Et je vais aller vite parce que je ne veux pas non plus trop fatiguer l'auditoire. Après 1945, la France qui se reconstruit a besoin de main-d'œuvre. Vous devez le savoir, on a eu une immigration assez facile. Les entrepreneurs avaient besoin de beaucoup de Maghrébins, d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, venaient travailler dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans les routes, etc. Et c'était plutôt facile, même si c'est de là qu'est sortie la première ordonnance, c'est l'ordonnance de 1945, qui règle pour la première fois, de façon précise, l'entrée des migrants sur le territoire français. Mais il y a une période comme ça assez facile, et les 30 glorieuses aidant, on arrive dans les années 60, et quelques-uns de ces... C'était souvent des travailleurs, des hommes seuls, qui venaient, soit en laissant la famille, soit quand ils y retournaient, quand ils retournaient au pays, ils se mariaient, ils laissaient un certain temps la famille, et puis après, quelques familles arrivaient, et on a commencé à voir quelques familles venir, mais disons que c'était vraiment l'aspect immigration de travail qui primait, et elle était réglée par l'ordonnance de 1945. Et puis est arrivé le premier choc pétrolier en 1974, là tout le monde le sait, et on s'est affolé un petit peu en France et on a dit qu'on allait fermer l'immigration de travail. Fermer. Bon, on a dit fermer. C'était quand même une décision énorme et en rupture assez rapide comme ça par rapport à la situation précédente. Alors, déjà, des familles étaient arrivées et il y avait quand même si on fermait les frontières à la nouvelle immigration, il y avait des migrants. Ici, il y avait des immigrés installés et donc ceux-là voulaient faire venir leur famille. Donc, dès 74, 75, 76, on a essayé de faire une loi pour le regroupement familial, c'est-à-dire pour faire venir les familles de la personne, en général le père, qui était déjà là. Donc un regroupement familial, ce n'est pas un migrant qui vient sans papier avec toute sa famille, c'est un migrant qui est régulier en France et qui fait venir sa famille. Et ceci existe depuis 1976. Simplement, les conditions de ce regroupement se sont énormément durcies et se sont, j'allais dire, restreintes avec des conditions de salaire et de logement assez exigeantes. Donc, la deuxième grosse période, comme ça, pour parler à la louche, elle commence en 1974 et elle va aller, on va dire, jusqu'à 2002. Vous voyez, c'est un énorme saut que je vous fais faire, mais c'est pour dire que toute cette période, on va avoir un jeu, une alternance de ouverture-fermeture, répression-accord. On ouvre un peu, on referme de l'autre côté. On modifie la loi pour aider telle catégorie, mais on la resserre pour telle autre catégorie. C'est une sorte de jeu comme ça, où d'ailleurs les gouvernements de droite et de gauche se sont bien arrangés sans qu'il y ait d'énormes différences entre l'un ou l'autre. Il y a eu bien sûr en 80 le changement de majorité au gouvernement et dans la présidence de la République, et il y a eu là en 81 une régularisation importante, à peu près 180 000, alors importante pour les gens, mais 180 000 par rapport au nombre de migrants irréguliers ou au nombre de la population française, c'est encore un chiffre, vous voyez, très relatif. Et donc, après cette régularisation, on a eu l'impression que de nouveau, le gouvernement en place s'effrayait et il a resserré un petit peu les lois. Ensuite, on a vu la cohabitation, les périodes de cohabitation, et là, le regroupement familial, de nouveau, est
apparu comme menaçant parce qu'il s'imposait en quelque sorte, et humainement et selon la loi. Quelqu'un qui est régulier en France a le droit de vivre en famille. Et donc, il paraît légitime qu'il ait un droit pour faire venir sa famille. Mais si on laisse venir toutes ces familles, vous voyez, c'est toujours là au bout, derrière la peur, la crainte de l'invasion, on va parler comme disent les médias souvent, et du coup, on a cette espèce d'oscillation sans qu'il y ait un parti pris, une bonne foi, une vraie protection du droit à vivre en famille, ou au contraire, une fermeture et éventuellement un renvoi des personnes qui voudraient vivre en famille, mais dans leur pays. Mais par exemple, en 1984, on a créé une loi, une carte de 10 ans. C'est une carte de stabilité. C'est une carte qui vient après 3 ou 4 cartes d'un an. Et quand quelqu'un a une carte d'un an, c'est très difficile de travailler dans la durée, parce que le patron peut toujours s'inquiéter du renouvellement de la carte d'un an. En revanche, quand il y a une carte de 10 ans, ça donne une forme de stabilité et de confort. Et c'était fait pour cela. Sauf que cette carte de 10 ans, vous verrez, elle va disparaître récemment, enfin elle a disparu, je veux dire aujourd'hui, mais c'est dans la dernière période. Ensuite, on a, avec une loi de 1986, la possibilité pour un préfet de donner un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, c'est-à-dire on peut arrêter quelqu'un dans la rue, constater qu'il n'a pas un titre de séjour et on peut le mettre dans un centre de rétention qui n'est pas une détention, mais qui est une vraie privation de liberté, un enfermement, et l'idée est de le préparer à son départ, volontaire ou forcé. À ce moment-là, des centres de rétention se mettent à s'ouvrir en France, mais au début, dans les années 80, ils restent peu peuplés et il reste des sortes de sas qui permettent en effet soit de faire des recours juridiques, car il y a des garanties juridiques à exercer, soit des moyens de préparer un vrai départ volontaire. En 1993, on change le droit à la nationalité. Les enfants nés en France de parents étrangers étaient français dès leur naissance jusqu'en 1993. Et en 1993, ce droit du sol intégral est perdu. Et la loi demande que les enfants étrangers nés de parents étrangers en France puissent demander la nationalité française, doivent la demander volontairement, de façon, dans une démarche volontaire, à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Ce qui, évidemment, complique souvent les choses, soit pour les jeunes, parce que 16-18 ans, c'est peut-être pas l'âge le plus stable dans la vie d'un jeune, et surtout, il y a des parents qui ne connaissent pas la loi et qui ne feront pas la démarche. Voilà. Donc, 1993, je vous donne un exemple de changement dans le sens d'une restriction, d'un contrôle, plus de nationalité française à la naissance par le droit du sol. Et puis, en 1995-96, commencent des mouvements de sans-papiers, comme on dit, toutes ces personnes en situation irrégulière qui voudraient être régularisées, qui se mettent à faire des manifestations, à mettre de leur côté un collectif d'artistes, de cinéastes, et puis qui occupent des églises. Et l'épisode le plus marquant de cette histoire, moi je l'ai vécu, c'est l'église Saint-Bernard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement à Paris, qui, après 3 mois d'occupation, avec occupation qui était complètement acceptée par le curé et les paroissiens, qui célébraient, comme ils le voulaient toujours dans leur église, les personnes qui occupaient l'église se retiraient ou
se mettaient discrètement dans les côtés ou allaient dehors. Et tout ça vivait assez en harmonie et il y avait énormément d'échanges et de rencontres. Mais voilà qu'un matin de la fin du mois d'août 1996, c'est le gouvernement de Michel Debré, je ne sais plus le prénom de Monsieur Debré, qui a envoyé la police pour ouvrir l'église au petit matin à coups de hache. Et les sans-papiers ont été emmenés dans les centres de rétention comme il se doit. Alors, il se trouve que 97, il y a eu un changement de majorité et une cohabitation de nouveau. Et là, de nouveau, une régularisation de quelques centaines de milliers de sans-papiers. Et puis, de nouveau, jusqu'en 2002, une loi qui essayait, par exemple, d'instaurer cette possibilité d'être régularisé après 10 ans de présence en France. Et cette possibilité-là a été un espoir pour beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de patience, comme je le disais tout à l'heure. Quand le projet est fait et qu'ils sont décidés à rester, eh bien ils restent, ils s'arrangent pour vivre et puis ils attendent d'avoir leurs 10 ans. En 2002, avec l'élection de Jacques Chirac, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé comme ministre de l'Intérieur et il a repris une politique très de contrôle et de maîtrise des flux migratoires et une politique d'exécution des mesures d'éloignement. Les mesures d'éloignement, ce sont ces arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui font passer le sans-papier par la case du centre de rétention et puis qui le mettent dans un avion quand les recours n'aboutissent pas. Alors, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est la dernière période et c'est celle qui amène les conditions extrêmement complexes, pour ne pas dire ubuesques, que nous rencontrons aujourd'hui. On a deux obsessions. Une obsession, c'est la sécurité. Comme si il allait de soi que tous ces migrants étaient des fraudeurs, des voleurs, des menaces pour l'ordre public de notre pays. Ça, c'est la première obsession. Et l'autre obsession, c'est la maîtrise des flux, comme on dit. Cette maîtrise des flux s'exerçant soit par la fermeture des frontières, et là, on est au niveau européen, puisqu'on a l'agence Frontex, par exemple, qui surveille les frontières, mais qui, depuis, ces frontières sont passées aux limites de l'Union européenne, c'est-à-dire des 27 pays maintenant de l'Union, et donc il a fallu signer un pacte européen pour ces frontières-là, et il y a aussi une externalisation du contrôle des frontières dans les pays de la Méditerranée, comme le Maroc et la Libye. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien si je dis que les mouvements qui se font en Libye, les conflits et les tentatives de changement de régime, peuvent avoir des conséquences très fortes, en effet, sur ces migrants, puisqu'il y a des camps en Libye où sont bloqués des migrants d'Afrique subsaharienne, arrêtés là, parce que le régime de Libye a signé des accords avec les États européens pour faire le travail, si je puis dire, moyennant d'autres échanges commerciaux ou d'autres natures.